l'enregistrement est lancé. On va se lancer dans les présentations. Donc, c'est Maëva qui va nous présenter le point mi-parcours du groupe BUI Arpège. Je vais le partage d'écran. Je vais déjà juste commencer par excuser Hervé Festio qui n'a pas pu se joindre à nous. Donc voilà, il s'excuse et je crois d'ailleurs qu'il n'était pas dans la liste de diffusion. Donc j'en profite pour pousser à ce qu'il soit dans la liste pour recevoir les invitations parce que du coup je lui ai transmis avant-hier et il n'a pas pu se rendre disponible. D'accord, ouais, pas de souci. Est-ce que tu pourras me redonner son nom et son adresse mail et il n'y a pas de souci, je le mettrai dans la boucle. Très bien, on fait comme ça. Donc concernant le PUI Arpège, donc pour rappel, en fait, on est vraiment au cœur des synergies entre production végétale et animale dans Arpège. Hein. Donc le but, c'est bien de développer et de sécuriser la complémentarité entre le monde végétal et le monde animal. Pour l'autonomie alimentaire, donc fourragère et protéique des élevages sur la région. Donc on a deux axes prioritaires en fait qui ont été définis dans le projet. Un premier axe sur la coopération, donc mise en place et accompagnement de coopération entre agriculteurs, entre céréaliers et éleveurs, voire entre polyculteurs et éleveurs. Et un deuxième axe qui est sur la construction d'une filière soja non OGM en Grand Est, et plus largement élargi à d'autres ressources protéiques concernant leur valorisation dans les rations animales. Donc en fait, sur les actions réalisées sur le projet, on est sur 4 groupes de travail. Ça a été donc ce qui constitue les comités scientifiques et techniques. Donc une première étape qui était primordiale sur le diagnostic territorial, où on a fait l'état des lieux, des besoins et des ressources en région, donc notamment fourragères et aussi sur la faisabilité de certaines cultures. Donc ça rejoint également le comité scientifique et technique cultivé, qui est copiloté avec Terrinovia. Donc avec une première étape en fait d'études sur la potentialité du soja en Grand Est. Donc là on est vraiment content parce que les partenaires partagent leurs données et on arrive vraiment à avoir un consortium bien consolidé au travers de toutes les actions, hein, mais particulièrement celle-là où on a une compilation des données de l'ensemble des partenaires qui a été opérée, ce qui a pu aboutir en fait à une cartographie et un nombre d'hectares où on peut implanter du soja en Grand Est. Donc qui est vraiment le point zéro pour initier des réflexions de structuration de filière sur du soja en région. Deuxième point sur les fourragères innovantes. Excuse-moi Maëva, je vais juste pour rappeler, j'ai oublié de rappeler les règles pour ceux qui ne parlent pas. Est-ce que vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît, parce que sinon ça fait des bruits d'arrière-fond. Ça ne doit pas être très agréable pour Maëva. Merci, je te laisse reprendre. Merci. Donc sur le deuxième point, on était sur l'étude de cultures innovantes à introduire dans les rotations, dans l'optique en fait qu'elles soient contractualisées ou enfin tout simplement échangées en fait avec des éleveurs, donc pour atteindre cette autonomie en élevage. Donc on a cette année focalisé nos travaux sur la luzerne fourragère, donc étant donné que le Grand Est est quand même un gros berceau de producteurs de luzerne à destination de la déshydratation. Le but étant là de pouvoir faire un pronostic un peu sur les hectares de potentiel qui pourraient recevoir de la luzerne, mais à destination fourragère en Grand Est, donc sur des zones où on a peu l'habitude de la côtoyer. Donc il y a une enquête de pratique auprès d'agriculteurs qui a été réalisée et à dire d'experts aussi sur le territoire. Donc le but étant de faire de ces enquêtes des outils de décision pour les agriculteurs pour savoir où implanter cette culture et quel rendement en espérer et quelle plus-value aussi pour l'élevage. Donc une fois qu'on a étudié en fait ces différentes cultures, c'est savoir comment les contractualiser et comment amener en fait à des coopérations sur le territoire entre agriculteurs. Donc il y a une première phase d'enquête sur des coopérations qui sont déjà existantes sur le territoire, donc sur 3 territoires pilotes dans le Grand Est, hein, donc sur les Ardennes, la Haute-Marne, l'Aube et puis sur la zone Vosges-Alsace. Donc on a ressorti des typologies de coopération. Avec les avantages et les inconvénients pour chacun des binômes, voire trinômes dans certains cas. Et du coup, le but, c'est vraiment de pouvoir en faire un témoignage pour des agriculteurs qui voudraient se lancer dans ce type de coopération.
Et donc la prochaine étape, en fait, c'est de pouvoir bien caractériser ces coopérations et de pouvoir en accompagner d'autres, mais ça sera sur la slide suivante, donc je vais m'arrêter là pour cette partie. Et puis, donc, dernier groupe de travail, dernier comité qui est valorisé. Donc là, c'est valoriser des nouvelles ressources dans les rations, mais aussi valoriser économiquement les produits issus de pratiques, on va dire, qui visent à l'autonomie sur le territoire. Donc, on a une première phase d'expérimentation qui s'est menée à l'hiver au lycée agricole de Rethel avec de l'incorporation de graines de soja toastées dans la ration. Donc, on manquait de références en région sur cette pratique. Donc, on a fait intervenir un toaster sur le lycée qui a pu toaster des graines de soja cultivées localement. Deuxième étape, en fait, dans ce groupe-là, ça sera de recruter des fermes pilotes qui souhaitent améliorer leur autonomie et les accompagner en évaluant, en fait, l'impact technico-économique sur l'exploitation de la recherche d'autonomie, parce que l'autonomie ne rime pas forcément avec économie au sens argent, quoi, sur l'exploitation, performance économique, quoi. Concernant les communications qu'on a pu réaliser, donc là vous avez toute une série d'interventions qu'on peut regarder en replay lors de différents événements. Donc on est intervenu au salon, lors du salon de l'herbe qui s'est fait en virtuel. On a eu un stand aussi dédié à Agrimax et puis une table ronde qui était organisée par Jean-Paul Hébrard où on a parlé d'autonomie. Avec d'autres intervenants en dehors d'Arpège, mais c'était assez intéressant de confronter ce qu'on peut étudier dans le projet et la réalité du terrain avec des témoignages d'agriculteurs. Puis une table ronde d'éco-phyto qui a eu lieu le 25 novembre. Donc là, le thème, c'était vraiment de savoir si l'autonomie fourragère et protéique des exploitations va aussi de pair avec la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Donc ça rejoint ce que je disais sur le partage ce matin. En fait, c'est vrai que les changements de système peuvent conduire aussi à avoir des impacts sur d'autres indicateurs qu'on ne visait pas initialement, mais voilà, c'est un peu des impacts, des bénéfices en fait, des co-bénéfices qu'on peut rencontrer sur ces changements de pratiques et de systèmes. Et puis on a intervenu aussi près des ingénieurs de l'école de Beauvais sur une table ronde également qui était ciblée sur l'indépendance protéique, donc avec d'autres acteurs du monde de l'élevage, notamment avec des fabricants d'aliments. Donc c'était aussi intéressant de confronter nos résultats avec les différentes stratégies qu'on peut constater au niveau national, mais aussi en Grand Est. Donc sur les livrables, on a 2 plaquettes qui sont sorties. On a fait également, on a organisé un webinaire sur le potentiel de soja à disposition des fermes monogastriques en région, puisque le projet était essentiellement tourné vers les filières ovines et bovines. Donc on avait dans le CST valorisé la volonté aussi d'aller voir ce qui se passait dans les fermes de volailles et porcines. Puisque finalement, c'est une des filières qui peut aussi potentiellement pousser la structuration d'une filière soja en Grand Est. Donc, c'est des étudiants de l'ENSAIA qui se sont penchés sur cette étude et qui ont essayé de quantifier un peu les nombres d'hectares de soja qui seraient nécessaires pour nourrir nos monogastriques à l'heure actuelle, mais aussi si on atteignait 100% d'autonomie alimentaire, donc c'est-à-dire tous les monogastriques que l'on consomme en Grand Est. Donc voilà, ce potentiel dont on aurait besoin vis-à-vis du soja. Événement à venir à noter, donc on va faire une web TV, donc un webinaire en retranscription directe en fait sur YouTube le 14 avril pour présenter en fait les résultats à mi-parcours. Donc voilà, on est aussi soumis aux contraintes du distanciel, mais on essaye de valoriser comme possible. Ce qui est pratique avec les webinaires, c'est qu'on peut regarder les replays, donc c'est valorisé dans le temps, quoi. Donc voilà, et oui, et puis donc dans les livrables également, des monographies de coopération dont je parlais tout à l'heure, qui sont prévues, qui sont en cours de finalisation, et une synthèse de ce diagnostic territorial qui recense du coup les besoins des élevages en Grand Est et les ressources qu'on peut espérer, notamment le soja. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante.
En termes de calendrier, donc sur le recrutement des fermes pilotes, notamment dans le CST valorisé, donc c'est vraiment valoriser de nouvelles ressources protéiques alternatives au tourteau de soja OGM importé. Donc on est sur ce schéma-là, en fait, dans une première phase de recrutement. Ce qu'on va réaliser, c'est un diagnostic initial sur les exploitations, donc pour avoir vraiment l'état initial en fait, des exploitations, quel est leur niveau d'autonomie, et de pouvoir faire des simulations sur des leviers qui pourraient être testés à la ferme. Et de là va du coup s'organiser un dialogue avec l'agriculteur. On espère aussi faire des ateliers d'échange, de discussion entre agriculteurs. Bon, à voir si on pourra les réaliser pour justement discuter des solutions qui seront testées sur les exploitations. Donc après, le but, ça sera de tester ces solutions. Hein. Donc on est sur la gestion des prairies, l'adaptation des conduites d'élevage, etc. Donc c'est assez varié pour pouvoir avoir le plus de perspectives possibles en termes de leviers qui peuvent être testés sur les exploitations pour avoir une meilleure autonomie. Et donc une fois voilà, que ces solutions seront testées, on passe par une phase d'évaluation et de réadaptation des solutions si besoin, de réajustement. Concernant la contractualisation maintenant, donc là on réfléchit plutôt à une autonomie à l'échelle territoriale, puisque là on peut valoriser des ressources, voilà, des céréaliers en direct ou bien des coproduits qui sont déjà produits sur le territoire. Donc là on a 4 groupes de travail qui vont se mettre en place sur le premier semestre. Un premier groupe qui sera, donc c'est vraiment sur la construction d'outils pour accompagner des agriculteurs qui souhaiteraient coopérer. Donc il y a eu un besoin qui a été recensé lors des enquêtes d'avoir quelque chose qui formalise en fait et qui puisse mettre en relation les agriculteurs, parce qu'un agriculteur peut avoir une offre ou un autre un besoin, mais ils ne savent pas finalement où se placer, et puis aussi une notion de distance qu'il faut intégrer dans cette réflexion. Donc le but étant de réfléchir à un outil de mise en relation. Des outils de référence technico-économique aussi pour échanger des produits ou des matières ou de la main-d'œuvre, etc. Des contrats juridiques ou moraux, c'est-à-dire peut-être moraux, c'est en 10 points, les 10 points essentiels à respecter pour que ma coopération soit réussie. Donc ça, c'est un exemple de ce qui pourrait être sorti. Et puis de fournir aussi une méthode d'accompagnement de ces coopérations pour qu'elles puissent aboutir et que chaque partie puisse en tirer des bénéfices. Concernant le CST cultivé, notamment sur la partie du soja, donc là on a fait vraiment une caractérisation à l'échelle du Grand Est. Après on pourra affiner l'étude sur des plus petits territoires avec une réflexion un peu plus fine, notamment dans le cadre de construction d'outils de transformation de soja. Voilà, c'est des choses qui peuvent s'opérer en fait au sein du partenariat. Et puis comme je le disais, en fait, concernant la luzerne fourragère, on aura plutôt un outil de la décision agriculteur pour décider voilà, quelles parcelles seraient les plus adaptées pour cultiver de la luzerne et du coup en faire bénéficier aussi les éleveurs qui en auraient besoin. Concernant le calendrier sur les événements, on a toujours du coup les culturales où on aura le stand, où Arpège sera valorisé sur le pôle cap vers l'autonomie protéique. Et puis le PU Tour, donc conjointement avec le PUI Partage. Et puis pour finir sur les freins, c'est le présentiel, on va se répéter toute la journée, mais effectivement, c'est vrai que fédérer 25 partenaires sur le long terme en distanciel, c'est un peu compliqué parce que faut garder l'écoute en visio, c'est quand même pas évident, et puis c'est des visios à répétition aussi, donc mais bon, les partenaires répondent toujours à l'appel, donc c'est que l'engouement est là. Deuxième frein, frein entre guillemets, parce que c'est la difficulté aussi à recruter des agriculteurs dans cette période où on ne peut pas se rencontrer en présentiel. Donc voilà, c'est de mobiliser des réseaux aussi à distance et de pouvoir les recruter à distance. Et puis, alors je ne sais plus pourquoi j'ai mis les freins. Ah oui, financement, oui, en fait, c'est des réflexions aussi sur les dépenses qui peuvent être éligibles. Notamment, on avait des questions sur les stagiaires donc, qui peuvent accompagner les expérimentations qui sont dans le cadre d'Arpège. Mais on en a discuté hier avec Claire. Donc voilà, c'est des choses qui pouvaient apparaître dans les freins, puis sur les conventions aussi, mais qui se règlent.
Et puis, du coup, en fait, c'est un peu une question de temporalité aussi. Hein, c'est de la question de la structuration de filière, donc avec le plan de relance sur le volet protéines, où, voilà, en termes de temporalité, on peut arpège vraiment en amont de ce qui peut être fait en termes de structuration de filière. Après, il va falloir effectivement que s'il y a une décision de structurer des filières, notamment sur soja OGM, que les acteurs économiques puissent statuer en fait sur un go-no-go en termes d'outils de transformation ou de valorisation en fait des ressources sur le territoire. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a quelques questions? Ah, ça y est. Alors, oui, donc le message de Jean-François sur Hervé Festuo, c'est promis, il le rajoute. Alors, question d'Étienne Lapierre. Y a-t-il beaucoup d'éleveurs voulant alimenter leur cheptel avec des ressources locales mais ne pouvant pas actuellement? Et pourquoi n'y arrivent-ils pas? Est-ce que c'est un problème de disponibilité, de prix, de logistique? Je pense que oui, de toute façon, en fait, les éleveurs sont quand même soumis à la volatilité des prix en termes de soja importé. Donc, je pense que puis c'est quand même plus vertueux hein, de valoriser des ressources qui sont produites localement. Après, les freins qui existent, c'est que, par exemple, sur la luzerne déshydratée, en fait, c'est des bouchons de luzerne qui sont destinés à l'export en dehors de la région. Donc, c'est des ressources auxquelles les éleveurs ne peuvent pas forcément avoir. En termes de coproduits, sur les pulpes de betterave par exemple, c'est des choses qu'il faudrait repenser en fait en termes de structure, de structuration de filière pour que ce soit les éleveurs de la région qui puissent en bénéficier. Après, effectivement, c'est aussi la distance. Hein, je pense que la distance, bon, ça dépend des ressources, mais dans les coopérations par exemple, pardon, j'ai plus de batterie d'ordinateur, je vais juste me brancher. Hop, c'est tout bon, le fil est là. C'est aussi en termes de distance, voilà, si c'est des coopérations entre agriculteurs, il y a quand même ce frein aussi au niveau de l'accès à la ressource qui peut se trouver dans un autre territoire du Grand Est. Et les filières privées sont-elles partenaires du PUI? Je ne sais pas ce que tu entendais par là, Étienne. Du coup, les coopératives qui collectent du poids, de la févrole, des choses comme ça. Oui, donc on a les coopératives céréalières qui sont dans la réflexion et également les laiteries et puis groupements de producteurs tels que la PAL pour les achats de viande. Donc effectivement, on a les acteurs économiques qui sont dans le tour de table et ce qui est super intéressant et enrichissant parce que voilà, ils peuvent aussi se prononcer par rapport aux résultats. Quoi. Attention, il doit y avoir quelqu'un au téléphone et le micro n'est pas coupé. Mais je n'arrive pas à identifier le coupable. C'est chez moi. Ah, c'est toi, ça. C'est mon co-bureau. Ah, d'accord. Oui, les joies du coworking. Autant pour moi. Je vous les abandonne 15 secondes. Moi aussi, j'ai plus de batterie. Peut-être pour compléter la réponse de Maëva sur la notion d'autonomie, en fait, les pistes qu'on est en train de chercher, c'est aussi pour diversifier les ressources, parce que voilà, ça n'a échappé à personne. Voilà, les années malheureusement se succèdent et se ressemblent d'un point de vue sécheresse, et voilà, donc c'est très très impactant pour quantité d'élevage où le système classique, il était basé sur une autonomie sur la ressource énergétique. Donc, c'est-à-dire sur les fourrages. Donc, le classique, c'est l'éleveur qui cultive ou qui récolte ou laisse pâturer ses animaux sur l'herbe, qui complète avec l'autre ressource fourragère qui est le maïs. Et voilà, avec l'enchaînement là, des années de sécheresse, c'est vraiment ce modèle-là qui perturbait avec voilà, une incapacité des éleveurs à reconstituer des stocks. Voilà, donc là, la recherche, elle est un petit peu tous azimuts sur des solutions complémentaires. Donc, il y a notamment le fait voilà, de pouvoir disposer de coproduits, mais aussi de trouver des ressources avec d'autres polyculteurs qui peuvent aussi être intéressés pour, dans le cadre de leur rotation, d'enrichir leur rotation et de produire des matières et de la biomasse qui peut être valorisée par l'animal. Voilà, donc la recherche est
de solutions. Et il n'y a pas une solution unique, c'est bien un ensemble de solutions qui sont explorées. Alors même s'il y a, la piste qui rassemble le plus d'acteurs, c'est autour de la piste, la filière soja. Mais autrement, voilà, il n'y a pas de solution unique. On est bien dans une réflexion voilà, pour lier des acteurs autour de solutions dans le temps. Merci pour ce complément. Et d'ailleurs, ça va être votre tour, Jean-François. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe tout de suite la parole à Jean-François qui va nous présenter le parcours de Ready Black. Ah, c'est bien, vous avez déjà adapté l'identifiant de ce PUI. Oui, Donc- alors j'avoue qu'au début, je l'ai appelé stabiliseur et c'est Mathilde qui m'a dit attention, c'est Ready Black. Non, mais non, on a même évoqué des fois, c'était le projet stabilisé. Et donc, c'était voilà, donc on sort de l'ornière. Donc, très brièvement, voilà, donc on a changé le titre, l'intitulé. Donc là, l'étiquette change, le contenu reste grosso modo le même. Stabiliseur, c'était un modèle génétique développé donc il y a une quarantaine d'années aux États-Unis, qui est arrivé il y a une vingtaine d'années en Grande-Bretagne, et qui constituait, voilà, pour notre territoire continental, une piste intéressante à explorer pour trouver de nouveaux types de solutions pour l'élevage bovin en France, sachant qu'on est sur un territoire notamment français, très très attaché à cette notion de race à viande. Là, il y a une très très forte culture et identité sur ces races. Donc déjà, le fait d'aller voir ailleurs, c'est déjà un gros challenge. Et voilà, on a des acteurs qui sont aussi souvent bousculés, interpellés sur le fait de pourquoi être allé chercher, voir ailleurs, alors que, a priori, tout le monde considère que la génétique française est la meilleure au monde, ce qui est quand même assez loin d'être le cas. Voilà. Donc, on a changé notre fusil d'épaule donc, en développant voilà, une nouvelle race qui s'appelle Ready Black. Je vais y venir tout de suite parce que enfin, les porteurs de projets ont été obligés de changer, d'abandonner Ready Black, d'abandonner Stabilizer parce que le modèle, en fait, il était plus reconnu d'un point de vue réglementaire au niveau européen. Alors, on peut, donc le collectif, donc, avec des chambres d'agriculture, entreprises de génétique qui est Elitest, l'APAL qui est une organisation de producteurs, donc elle-même une association d'éleveurs, l'ALPA qui est une ferme support de l'enseignement agricole, Institut de l'élevage qui nous accompagne également, et donc les chambres d'agriculture dans la chambre régionale. Et puis le chef de file, c'est le premier collectif qui s'est créé, qui est l'association Bovinext. Vous pouvez passer sur la planche suivante. Si elle veut bien venir. Voilà. Alors, je ne vais pas forcément revenir, je l'avais déjà présenté antérieurement, alors c'était avec le titre stabiliseur. Donc maintenant, c'est bien la race Ready Black. Alors, pourquoi Ready Black? Parce que voilà, la robe de l'animal, elle est soit rouge ou brun, soit noire. Voilà, donc c'est le petit clin d'œil voilà, ses origines et à sa robe. Donc, même si je vous ai dit, voilà, l'étiquette a changé, l'objectif reste le même. Alors, il reste le même, c'est-à-dire là autour du petit graphique. Alors, vous ne le verrez peut-être pas forcément très très bien, où on se posait la question, voilà, est-ce que un nouveau type de modèle génétique était capable de répondre à la fois aux problématiques de compétitivité de travail en élevage, aux problématiques de filière, et notamment avec ces dimensionnements de carcasses qui sont plus compliqués à la découpe pour avoir des unités portions consommateurs plus raisonnables par rapport aux nouvelles habitudes de consommateurs. Et puis, voilà, pour travailler aussi des sujets qui montent énormément en puissance du côté consommateur, c'est une sensibilité aux aspects environnementaux. Voilà, donc l'objectif du projet, c'est de tester ce modèle génétique avec ses atouts qui permettent a priori voilà, de répondre à ces trois enjeux, mais le
l'objectif de projet, c'était de mesurer les conditions de déploiement sur notre territoire en Grand Est. Vous pouvez passer sur la planche suivante, sur le calendrier. Oui, alors, j'ai un petit jeu d'animation. Juste sur le calendrier, donc on avait une première phase, voilà, exploratoire, donc qui a démarré en 2016. L'association s'est constituée à partir de avril 2017. On a constitué un premier dossier phase émergence, donc pour élargir ce premier cercle et constituer voilà, un groupe opérationnel et pour structurer voilà, les tests sur ce modèle génétique. Et puis là, on est dans le déploiement aujourd'hui. Alors, d'ores et déjà, on a rajouté 6 mois supplémentaires. Vous allez comprendre, voilà, on a vraiment besoin de ces 6 mois supplémentaires et ils ne seront même pas suffisants puisque voilà, derrière le modèle racial, il a 10 ans pour se stabiliser. Donc voilà, donc ça débordera forcément au-delà de l'échéance du PUI. Donc, la première phase était bien sur ce modèle stabiliseur avec un virage voilà, qui est formalisé sur le graphique à partir du moment où le ministère de l'Agriculture a remis en cause d'une manière fort légitime l'aspect réglementaire de ce modèle génétique au vu de la réforme du règlement zootechnique européen, RZUE, qui a remis à plat donc l'ensemble des reconnaissances des modèles raciaux. Donc, tout ça, c'est très, très cadré, aussi pour respecter le sujet de liberté du côté des éleveurs, de pouvoir faire et conduire son élevage et pouvoir croiser un taureau avec une vache. Voilà, donc c'est très libre, c'est pas une génétique qui est verrouillée, au moins sur l'élevage bovin. Donc voilà, il y a eu ce virage indispensable à opérer, qui s'est fait avec les éleveurs qui étaient déjà engagés dans l'aventure, donc qui ont redéfini voilà, quelles étaient leurs priorités et leurs objectifs. Donc on est reparti sur le même. Donc ils ont validé le principe voilà, de créer ou de recréer une race avec les mêmes objectifs de gabarit, de précocité, donc les éléments susceptibles de répondre à la problématique de compétitivité, de format de carcasse pour la filière, et puis de qualité pour le consommateur final. Voilà, donc voilà, le projet il a essentiellement jusqu'à maintenant porté sur cette refonte du modèle génétique, qui était l'une des actions prévues initialement dans le PUI sur le modèle génétique, sauf que là voilà, il a vraiment tous les efforts ont été concentrés sur cet aspect-là, avec dépôt d'un dossier de reconnaissance auprès du ministère de l'Agriculture, et puis donc la validation finale, donc officielle au journal officiel paru donc en toute fin 2020. Voilà, donc autour de cette race Ready Black. Et ce qui fait que les deux autres actions qui étaient prévues ont pris un petit peu de retard. On a eu aussi des partenaires voilà, qui étaient aussi dans l'expectative. C'était pas gagné à ce que, in fine, voilà, cette reconnaissance raciale, elle puisse avoir lieu sur ce nouveau modèle. Donc voilà, donc on a eu, et puis des empêchements aussi de pouvoir conduire, notamment en modèle d'élevage et en modèle croisement, puisque à partir du moment où le modèle était plus reconnu, il n'y avait plus possibilité d'utiliser la semence mâle pour faire des croisements. Donc voilà, donc d'un point de vue très très technique, voilà, la poursuite et la mise en place de nouveaux animaux croisés n'était pas possible. Voilà, donc c'est ce qui est schématisé avec voilà, du retard pris sur le déploiement et les tests en élevage, alors qu'on pourra compenser légèrement en reportant l'échéance de 6 mois la fin du projet. Mais voilà, on aura forcément besoin de beaucoup plus de temps pour consolider les résultats. Et puis la dernière action autour de la filière et le volet consommateur, donc là aussi le retard, il est forcément inhérent à cette année et demie perdue. Donc ça va obliger voilà, à revoir un petit peu les objectifs à la fin de l'échéance PUI. Voilà, si vous pouviez avancer sur la suite. Voilà, donc c'est juste pour info, c'est le nombre de naissances, c'est le suivi du nombre de naissances
par mois. Donc voilà, donc on est plutôt sur les naissances en fin d'année, naissance d'automne-hiver, voilà, avec un gros boom donc qui a lieu en fin d'année. Et puis voilà, un cycle qui va repartir au bout de 2 ans, puisque alors même si on est sur une race qui est dite précoce, donc capable de donner naissance au bout de 2 ans, donc ce qui n'est pas forcément le classique sur les races françaises. Voilà, faut quand même 2 ans, le temps qu'un veau qui naît, une femelle, puisse donner elle-même naissance. Donc voilà, donc ce cycle long, il est évidemment contraint et pas euh, euh, incompatible avec une durée de PUI qui est de maximum 36 mois. Voilà, mais on le savait dès le départ. Donc voilà. Donc les premiers résultats et les freins, donc je voulais évoquer voilà, sur le volet génétique. Donc on a fait évoluer le modèle avec les mêmes objectifs qui ont bien été décidés par les éleveurs et qui sont adhérents de l'association Bovinext, j'ai oublié de vous préciser, avec cette reconnaissance officielle. Les livrables, c'est tout le schéma de sélection et de mesure, puisque voilà, pour être agréé race, il faut bien prouver comment le collectif mesure les performances et comment il garantit une cohérence entre des objectifs qui sont affichés. Je vous ai parlé de gabarit, de performance, voilà, comment s'assurer et garantir que l'animal qui sera inscrit au livre généalogique, il sera bien dans le standard de cette nouvelle race. Et donc ce processus de création raciale, donc il est engagé sur 10 ans, donc c'est horizon 2030, le temps de procéder à un enrichissement voilà, de cette première population. Donc cette première population, c'est les animaux qui sont déjà sur le territoire, mais également en régénérant du croisement avec notamment de l'angus ou de la cimentale, voilà, pour rester dans l'esprit qui avait été développé initialement au niveau des États-Unis, dans cet objectif de brassage génétique, donc plus susceptible voilà, de générer de l'effet hétérosis pour améliorer la performance. Quand je dis performance, c'est notamment l'efficacité alimentaire. Sur le modèle élevage, donc les premières mesures ont eu lieu, même si c'est compliqué de les consolider avec des faibles effectifs, et notamment des faibles effectifs en élevage. Les éleveurs voilà, qui ont démarré l'aventure, ils ont 2, 3, 5, maximum 10 vélages dans l'année. Donc c'est un démarrage modeste, mais l'avis des éleveurs voilà, sont plutôt encourageants en termes de précocité, de vivacité des veaux. Donc ça c'est important parce que par rapport donc aux problématiques de bien-être animal et de travail des éleveurs, voilà, le fait que l'animal soit relativement autonome sur la naissance et que derrière le veau soit très vif, voilà, ça va permettre d'être à la fois plus performant et créer moins de tracas pour les éleveurs. Donc on a ces premiers retours plutôt dans ce sens-là. Donc les livres à fin de projet pour mémoire, voilà, c'était des itinéraires technico-économiques type. Donc ça, on l'a pour toutes les races en France et les modèles si on est en engraissement rapide ou en engraissement plus lent type bœuf. Donc voilà, donc là l'idée c'est de faire ces mêmes schémas pour pouvoir les comparer. Mais je vous ai dit voilà, la difficulté c'est que comme on régénère de la diversité en remettant d'autres races, pour aboutir à un modèle dit race pure Red Black, voilà, donc ça génère un peu plus de variabilité. Et puis du côté viande des consommateurs, donc les premières impressions sont à consolider, elles sont plutôt très encourageantes donc sur le persillé et la tendreté de la viande. Alors même là aussi, on est encore sur moins de retours puisque voilà, le cycle, c'est minimum tout de même 2 ans entre le veau et l'animal adulte avant de disposer de viande. Et voilà, l'objectif aujourd'hui, il est bien de développer le cheptel de souche. Donc voilà, donc il y a relativement peu d'animaux. Voilà, mais là vous avez juste pour illustration, voilà, premier boucher voilà, sur la Moselle, voilà, qui est absolument enchanté par ce type de produit
qu'on ne trouve pas forcément en France, parce que c'est une viande qui est dite grasse. Voilà, jusqu'à maintenant, les modèles en France, ils ont plutôt été à la chasse au gras. Et donc, c'est ça aussi la particularité de ce type de projet, c'est de proposer autre chose qui trouvera certainement sa place dans les étals et dans nos assiettes à l'avenir. Voilà, donc les livrables, c'est notamment voilà, des grilles de mesure de qualité de carcasse et de temps de recette de viande. Et puis aussi, alors je ne l'ai pas indiqué, c'est aussi un modèle économique pour tirer la valeur, voilà, et pas se substituer. Voilà, donc trouver une valeur au produit, que le consommateur voilà, accepte aussi de payer ce plus, parce qu'en face, il y a un produit qui est très qualitatif. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis en... Je vois pas, j'ai la bande qui masque la dernière phrase que j'ai indiquée sur la planche. Ensuite, je sais plus ce que j'ai voulu mettre. Il y a écrit suite assurée après le PUI. Oui, voilà. Donc voilà. Donc même si l'objectif du PUI c'est de mesurer, de comparer, de publier des choses, voilà. Donc on peut d'ores et déjà dire que voilà le projet aura une vie au-delà de l'échéance du PUI. Voilà, si vous avez des questions. Ah ben voilà, Étienne qui nous pose la question, quand est-ce qu'on trouvera la Rediplac dans les rayons? Donc il faudra un petit peu de temps. Alors il y a quelques animaux qui passent, voilà. Alors on est plutôt sur la boucherie traditionnelle, hein, parce que là on est sur un produit qualitatif. Donc je ne désespère pas à un moment ou à un autre de mettre la main sur un morceau et puis de faire quelques dégustations collectives. Voilà. Mais voilà, il faudra un petit peu de temps avant de pouvoir la trouver voilà, pour son barbecue de week-end. Là, on va prendre un petit peu de temps. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, je n'ai pas vu. Il y avait une question, créer une nouvelle structure Bovinext pour porter un projet PU plutôt que d'utiliser une organisation existante. Pourquoi? Quels sont les inconvénients et avantages? Eh bien, parce que donc ce collectif, il s'est créé parce que fallait regrouper et développer une vision un peu plus large et globale. Donc là, ce que j'évoquais, l'entreprise de génétique. Alors normalement, Maxime Schmidt devait nous rejoindre. Alors je ne sais pas s'il est dans la salle d'attente ou. Oui. Bonjour à tous. Oui, il est là. Ah, il est là, Maxime. Salut, Maxime. J'ai écouté. Donc voilà, bah écoute, tu compléteras et puis tu corrigeras si j'ai dit des bêtises. Sur le collectif, donc voilà, donc l'entreprise génétique, voilà, Elitest, pour lequel travaille Maxime, voilà, ne pouvait pas porter seul un tel type de projet, parce qu'il fallait aussi développer une vision marché final viande. Et donc ça, c'est l'APAL, organisation de producteurs, qui nous l'apporte, ce regard viande. Et d'ailleurs, la principale motivation initiale, elle provenait du rang de l'APAL. Et puis sur le modèle économique, donc voilà, donc là c'est plus le rôle de nos chambres d'agriculture, voilà, de s'assurer d'un équilibre et des conditions pour qu'il y ait un juste retour de valeur aux éleveurs. Voilà. Donc le passage de ce collectif, il était indispensable, parce que c'est quand même un projet de longue haleine. Alors avant, c'était utiliser un modèle, là c'est recréer. Voilà, on est sur une vision de long terme. Donc seul, c'est absolument pas possible. Et donc là, on est dans un schéma, voilà, de mélange des motivations et des expertises, voilà, qui permet le déploiement de ce type de projet. Et le GoPUI, voilà, il a permis aussi d'asseoir et d'ouvrir ce collectif, notamment avec l'enseignement agricole et puis les instituts techniques. J'ai une question au niveau de la communication. C'est vrai que je pense que c'est important de communiquer sur ce genre de projet, parce que les Français ne vous connaissent pas forcément. Ça peut... C'est intriguant. Comment est-ce que vous communiquez à ce niveau-là? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Est-ce que vous participez à des foires, ce genre de choses, pour présenter la race au public? Alors la communication, elle était très très délicate.
tant que le modèle racial il n'était pas validé, parce que on n'écartait pas l'hypothèse que le projet il n'allait pas jusqu'au bout. Qu'au final, la race ne soit pas reconnue, et là, c'était impossible de déployer. Donc cette prudence, elle était saine, parce que c'était pas garanti. Et voilà, pour preuve, certains partenaires, ils n'ont pas forcément avancé plus sur le projet parce qu'ils pensaient, ils l'ont avoué, ils nous l'ont avoué, hein, que le projet était mort. Voilà. Donc voilà, on pouvait pas faire plus. Alors la communication dans un premier temps, elle est plutôt centrée sur les éleveurs, parce que ça pourrait être frustrant aussi de communiquer largement auprès des consommateurs, alors que le produit n'est pas disponible, ou il sera disponible de manière très très localisée et très partielle. Donc voilà, voilà, ce que le collectif a convenu, voilà, c'est chaque chose en son temps. La présentation du produit au consommateur, elle est importante, c'est une étape à ne pas louper. Alors, elle se fait de manière très locale au travers, voilà, l'exemple du boucher qui a découpé les premières carcasses, mais voilà, mais on est plutôt, voilà, dans des tests locaux, et pas encore diffusés et diffusables, parce que le produit il n'est pas encore en face, quoi. Il n'est pas disponible. Donc voilà, donc cette communication, elle est bien prévue dans le projet. Il y a bien un budget communication qui est prévu. Mais voilà, mais ça sera voilà, sur la fin de projet, à partir du moment où le débouché il sera sécurisé. Maxime, tu as des compléments à apporter? Oui, par rapport à la communication, je trouve que depuis décembre, ça a quand même bougé. Et voilà, récemment, on a fait pas mal de communication sur la presse agricole, sur les réseaux sociaux ont toujours existé, mais c'est vrai que la période fin 2019-2020 était compliquée parce qu'on n'avait pas de nom défini sur la race. Donc, on avait une communication, on va dire, plus générale sur le technique et moins sur l'identité raciale, en fait. Et là, depuis le 20 novembre 2020, ben, tout est beaucoup plus simple. On a annoncé un retour dans la presse agricole pour faire redécouvrir aux gens la Ready Black et annoncer la fin de la stabiliseur. Sinon, bah voilà, il y a toujours eu Internet avec les réseaux sociaux, le site Internet, etc. On avait lancé aussi un journal, on va dire plutôt local, avec les éleveurs adhérents à l'association. Donc oui, voilà. En tout cas, la communication repart pas mal depuis fin 2020. Et pour les foires agricoles, ben, dès que possible, voilà. Je pense que Bovinex sera présent aussi sur ces événements. Juste pour vous dire sur l'exemple de foire agricole, donc il y a eu une première présentation qui s'est bien passée, c'était sur Lunéville, je crois. Mais les premières communications, voilà, ont été un peu vengeresses, voilà. Donc il y avait par exemple une bâche sur la alors stabiliseur à l'époque, et voilà, et donc elle avait été dégradée par des éleveurs en race traditionnelle, voilà. Donc c'est tout ça pour vous dire, voilà, le sujet il est éminemment passionnel. Donc la prétention du projet, il n'est pas de bouleverser, de remplacer les races. Mais pour pouvoir assurer et affirmer les choses, il faut d'abord pouvoir les mesurer avant de pouvoir les communiquer. Donc voilà, donc cette prudence, elle est à la fois parce que il y a des choses quand même à vérifier, et puis parce que voilà, le sujet est assez sensible. Voilà, beaucoup d'éleveurs, voilà, qui ont mis énormément de passion dans leur élevage charolais ou autre, voilà, qui sont dans des difficultés économiques. On a évoqué tout à l'heure la sécheresse et puis les problématiques de ressources alimentaires et de fourrage. Voilà, donc la filière, elle est très 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 sensible. Donc voilà, donc d'arriver la fleur au fusil et en disant voilà, on a la solution, alors qu'il y a une solution, mais elle se déploie pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas j'ai un véhicule diesel et du jour au lendemain je change et j'ai un véhicule électrique. Non, on est dans du domaine où il faut du temps au temps, et puis il faut qu'on s'assure aussi que le modèle proposé, il répond à ces promesses. On a confiance sur la réalisation de ces promesses, mais il faut quand même bien les mesurer et les sécuriser, quoi.
Bien, merci. S'il n'y a pas d'autres réactions ou questions, eh bien, je vais laisser la parole à Étienne pour le COP8 Carbon Things. Oui, et bien rebonjour à tous. Hop, le temps que ça s'affiche. Moi, je travaille donc pour l'association Terra Solis, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ben voilà, c'est prêt. Ok, alors, le PEI Carbon Sync. Pour rappel, alors, l'objectif de notre projet est de faire la démonstration sur une centaine de fermes en Grand Est du financement de leur performance carbone au travers le déploiement d'un nouveau modèle économique. Donc, en pratique, il s'agit d'évaluer et de financer la performance carbone d'une centaine de fermes. Rapport à nos objectifs de départ qui étaient de travailler simultanément sur les grandes cultures, la viticulture et l'élevage, qui sont les 3 productions principales de notre région Grand Est. On a fait le choix, il n'y a pas si longtemps que ça, de se recentrer sur les grandes cultures, puisqu'en élevage, l'évaluation et la finance carbone, c'est déjà en cours de déploiement. Et en viticulture, pour le coup, là, c'était pas encore tout à fait prêt. Donc les grandes cultures nous semblaient avoir un bon niveau de maturité, et c'est sur cette filière qu'on pouvait véritablement déployer des outils un peu nouveaux en matière d'évaluation et de financement. Donc voilà, il y a 5 partenaires dont les logos sont affichés en petit à l'écran qui sont engagés dans ce projet. En pratique, alors qu'est-ce qu'on a réalisé sur nos 3 chapitres que sont l'évaluation, le financement et le numérique? Alors, premier chapitre, sur la question de l'évaluation, on a commencé par regarder quels étaient les outils d'évaluation existants, donc qui permettent à des fermes, alors à l'époque de grandes cultures, de viticulture et d'élevage, de calculer des bilans carbone. Et sans guère de surprise, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'outils, mais aucun qui permettait d'adresser simultanément plusieurs productions et de calculer des bilans carbone complets, à savoir traitant à la fois d'émissions brutes, donc ça c'est la fertilisation, les carburants, voilà, enfin, c'est tous les gaz à effet de serre qui se dégagent, pour faire simple, de nos fermes, mais aussi stockage de carbone dans le sol, mais aussi effet de substitution sur une ferme on produit des biomatériaux ou des bioénergies qui viennent se substituer à des produits d'origine fossile. Voilà, ça peut aussi rentrer dans le bilan carbone de la ferme. Bref, tout ça pour dire qu'aucun outil satisfaisant en matière d'évaluation complète carbone de nos fermes. Voilà, première conclusion du groupe. Deuxième travail, c'est la production d'une méthode d'évaluation, donc dédiée aux grandes cultures. Et là, le choix a été fait. Alors, ça a été l'objet de pas mal de débats au sein des partenaires, entre ceux qui avaient plutôt la volonté de développer une méthode région Grand Est, et puis ceux qui nous disaient non, il y a tellement d'initiatives à l'échelle nationale sur ce sujet-là que travailler déconnecté de ces dernières, ça semble un peu irréaliste. Donc c'est le choix qui a été fait, de se rapprocher du label bas carbone, donc, qui est le cadre de certification nationale des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qui traitent d'agriculture en particulier. Donc c'est dans le cadre d'un groupe plus large que le seul PEI Carbon Sync qu'on a participé à la production de la méthodologie d'évaluation du label bas carbone dédié aux grandes cultures. Alors, qui sera bientôt prête, puisqu'elle est actuellement... Donc, une méthode, en gros, c'est un mode d'emploi qui explique en l'occurrence, à un agriculteur sur une ferme de grande culture, comment calculer son bilan carbone, et puis quels sont aussi les autres critères de qualité qu'il doit respecter pour rassurer le financeur, puisque l'objectif d'avoir une méthode certifiée par un label, c'est d'engager des financeurs derrière, donc de certifier que le calcul est bien fait. Voilà, donc cette méthode, elle est en cours de relecture par le ministère de la Transition écologique, qui est en retard. Voilà, donc ça devrait arriver, on l'espère, d'ici le mois d'avril. Donc on aura une méthode officielle, comme les éleveurs l'ont déjà. Elle s'appelle Carbone Agri les concernant. En grande culture, il n'y a pas encore de nom, mais ça, voilà, on pourra vous en dire plus au mois d'avril. Ce qui ne nous a pas empêché pour autant, dans le cadre du projet Carbon Sync, de tester cette méthode sur une dizaine de fermes, donc des vraies fermes de grande culture du Grand Est, sur lesquelles on a déployé cette méthode, ce qui nous a permis de
de réaliser nos calculs, quel était le bilan carbone actuel de ces fermes, quel était leur potentiel de gain si elles mettaient en place de nouvelles pratiques, et quel était le coût des pratiques associées. Pareil, on a les résultats, mais on est bloqué par le tampon du gouvernement qui, tant qu'il n'est pas apposé sur la méthode, voilà, nous demande d'être relativement prudent sur la publication de chiffres, puisqu'en fait, en grande culture, la méthode est nouvelle, donc voilà, le secteur des grandes cultures n'a pas encore de référence avec cette nouvelle méthode en matière de carbone, donc tout le monde est assez preneur de résultats sur le sujet, mais si, suite à la relecture du ministère, la méthode venait à être révisée et qu'entre-temps on communique sur des chiffres qui finalement ne seraient pas tout à fait les bons, on pourrait créer voilà, quelques déceptions, notamment chez les agriculteurs. Et puis, alors c'est pas forcément anecdotique, mais ce qui est bon de savoir aussi, c'est que le label bas carbone, donc le cadre de certification nationale porté par le gouvernement, est l'objet de quelques critiques, tout spécialement en agriculture, de la part d'ONG qui sont assez vigilantes à ce que des entreprises, alors greenwash, fassent du greenwashing pour compenser leurs émissions. Voilà, donc c'est un sujet un peu sensible politiquement et sociétalement parlant. Voilà. En action réalisée au chapitre financement, alors qu'est-ce qu'on a déjà produit? Alors on est allé voir dans les études nationales qu'est-ce qu'on pouvait trouver en matière de chiffres sur une ferme de grande culture. Quel est le potentiel de gain, donc quel est le nombre de tonnes de CO2 évité qui peut être généré sur une ferme lorsqu'on y déploie un projet bas carbone. Donc ça, voilà, c'était la première question autour de laquelle on cherchait des réponses. Et puis après, la question du coût des pratiques associées, donc comme je l'ai dit, donc, sachant que du coût des pratiques, on va s'en servir pour fixer un prix objectif de vente de tonnes de CO2. Voilà, et ce prix de la tonne de CO2, on va le multiplier par un volume de tonnes de CO2 générées par les fermes, tonnes de CO2 évitées, et c'est prix fois volume qui va nous permettre de déterminer un revenu carbone pour les agriculteurs. Voilà, donc sur la question du modèle économique qu'on va proposer à nos agriculteurs, on est en train d'y travailler activement. Pareil, c'est un chantier en cours. On a tout de même identifié quelques questions qui n'étaient pas encore posées dans les cadres, dans les cercles de réflexion nationale autour de la finance carbone en agriculture, et notamment la question du passage à l'échelle. Donc on sait aujourd'hui que par exemple en élevage, il y a France Carbone Agri, voilà, qui est une association gérée par la profession agricole, qui propose de l'évaluation et de la finance carbone aux éleveurs à hauteur de 40 € la tonne de CO2. La question qu'on pose, c'est est-ce que ce modèle est tenable si un très grand nombre d'éleveurs s'engagent dans ce type de démarche, et si du coup la profession se retrouve à devoir vendre un grand nombre de tonnes de CO2 évitées sur les élevages. Ou est-ce qu'au contraire, la proposition de prix proposée actuellement par France Carbone Agri est plutôt dans une logique de valorisation de niche et pas forcément déployable à grande échelle. Voilà, alors bon, je rentre peut-être un peu trop dans le détail. Je vais accélérer. Sur cette question du financement, on a mis en place 2 groupes de travail. Donc on a déjà produit une première étude sur comment mobiliser des financements publics, et notamment des financements PAC, autour de ces questions de bas carbone en agriculture. Et puis on travaille également à la question de comment mobiliser des financements venant directement de nos filières aval, donc des industriels de l'agroalimentaire qui, si demain elles se retrouvent à vendre des paquets de pâtes ou des paquets de farine bas carbone, comment est-ce qu'on peut faire remonter de la valeur directement jusqu'aux fermes et agréger ça dans un revenu carbone qui du coup permettra de mobiliser à la fois du crédit carbone, à la fois de la subvention publique et à la fois des primes filières. Voilà, c'est un peu ce qu'on étudie aujourd'hui en matière de modèle économique. Et sur la question de dernier chapitre, dernier lot d'action du projet Carbon Sync, sur la question du développement d'un outil numérique permettant de faciliter les transactions agriculteurs-financeurs.
Voilà, c'est le sujet sur lequel on est encore aujourd'hui le moins avancé, car comme tout le monde, on a pris sans doute un petit peu de retard. Donc voilà, j'en dis pas plus aujourd'hui, ça sera un sujet à suivre. En matière de livrables, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le projet Carbon Sync produit des outils qui vont permettre aux fermes de grande culture de s'engager dans l'évaluation et dans le financement de leur performance carbone. Mais de manière pratique, comme c'est déjà le cas en élevage, une ferme, pour s'engager dans une démarche bas carbone, elle va réaliser un diagnostic initial, donc elle va faire ses calculs, c'est une opération assez compliquée. Elle va identifier des bonnes pratiques nouvelles à mettre en place, dont elle va devoir simuler les effets pour savoir combien de tonnes de CO2 elle va pouvoir économiser et donc vendre. Et ça, en général, ça passe par voilà, le recours à un conseiller de chambre d'agriculture, de coopérative, donc voilà, conseiller agricole régional. Tout ça pour dire que si Carbon Sync va produire les outils, donc facilitant l'évaluation et le financement, on ne sera pas au direct, enfin directement, on ne rentrera pas directement dans les fermes pour réaliser du diagnostic. Ça, ce boulot-là, ça sera bien, enfin, voilà, ça sera bien aux organisations agricoles régionales locales de le réaliser. Voilà, donc ce qu'on va produire, ça sera les outils permettant à la communauté agricole régionale de déployer du bas carbone en grande culture. Donc la méthodo qui sera produite dans un cadre national, le modèle économique innovant, lui qui sera une spécificité Grand Est, et la communauté de financeurs associés, et l'interface numérique, alors point d'interrogation encore à l'heure qu'il est. Hop, alors sur la diapo suivante, du coup, on peut voir toutes les questions qu'on se pose. Alors en matière de calendrier, alors ça passe très vite. Donc la méthodo, je vous l'ai dit, d'évaluation, elle devrait être prête avec le tampon du ministère, on l'espère, au mois d'avril. Dans la foulée, je ne l'ai pas dit, il y a des spécialistes du numérique en agriculture qui vont développer des calculettes facilitant tous ces calculs, la collecte des données voilà, et l'automatisation des calculs. Nous, Carbon Sync, on ne participera pas à ces développements, mais on relaiera l'information concernant les outils disponibles. D'ici le mois de juin 2021, on espère avoir notre modèle économique de près, donc avoir une vraie proposition en matière de revenus carbone à faire à nos 100 fermes de grande culture et qui aura été testée auprès voilà, de quelques financeurs pour être sûr que derrière, les financements suivent, bien évidemment. Et tout ça devrait concourir pour qu'à partir du mois de septembre 2021, les organisations agricoles, coopératives, chambres d'agriculture, voire d'autres, puissent rentrer dans les fermes de grande culture et déployer de l'évaluation et du financement carbone, grâce aux outils qu'on aura contribué à produire. Voilà. Alors sur la question du numérique, voilà, on ne sait pas encore ce que. Voilà, pour vous parler directement, alors voilà, des freins ou des défis plutôt qu'on a à relever. Alors, lorsqu'on a écrit le projet en mars 2019, on n'imaginait pas, alors c'était peut-être une erreur de notre part, mais qu'il y aurait un tel engouement sur cette question du carbone en agriculture. Donc voilà, il y a de nouveaux acteurs, entreprises qui se créent ou qui annoncent leur intention de travailler le sujet quasiment tous les jours. Donc il y a un gros travail de coordination nationale qu'on doit faire en continu pour veiller à ce qu'on ne refasse pas un truc dans le Grand Est qui soit déjà fait par ailleurs. Voilà, donc alors c'est un frein ou un défi, un premier. Deuxième, alors plus peut-être lié à la gestion administrative du projet. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail, mais on a eu quelques péripéties en matière de recrutement. Voilà, donc on a perdu des collaborateurs en route. Enfin, rien de grave, qui sont partis travailler ailleurs. Mais ça, voilà, ça ralentit considérablement aussi les développements en cours. Autre frein, alors à la différence de ce qui se passait déjà en élevage, où il y avait déjà un peu d'historique en matière de référence carbone dans les fermes, référence technique, en grande culture, quand même, la méthodo est vraiment nouvelle, il n'y a pas encore de référence. Donc construire un modèle économique sans référence technique, vu que la méthodo est nouvelle, c'est aussi pas forcément facile. Mais on s'y attelle. Autre défi à relever sur le développement de l'outil numérique,
Alors, on n'a pas de spécialiste du numérique dans le consortium. On avait fait le choix au départ de recourir à un prestataire extérieur. On se rend compte que ça aurait peut-être été plus simple aujourd'hui de confier ça à un partenaire du consortium, parce que voilà, enfin, ça pose des questions notamment de propriété intellectuelle auxquelles il va falloir, qu'il va falloir étudier. Et puis pour finir, dernier défi, lorsqu'on parle de carbone en agriculture ou dans d'autres secteurs d'activité, alors il y a un truc qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, hein, qui fixe des objectifs nationaux en matière de baisse d'émissions à l'ensemble des secteurs d'activité, donc industrie, énergie, transport, agriculture, qui mériterait d'être déployés en région, peut-être de manière plus, comment dire ça, plus volontaire, à savoir qu'aujourd'hui, nous, on est prêt à déployer des outils pour faciliter le déploiement du bas carbone dans les fermes, mais on ne sent pas tout à fait quel pourrait être à la fois l'appétit des agriculteurs et l'appétit des politiques de la région pour mettre le paquet sur ce sujet. Car voilà, si en agriculture, on doit réduire de 20% des émissions d'ici 2030, hein, c'est l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, il va s'agir de développer un certain nombre de moyens, aussi bien en matière de formation des conseillers que d'accompagnement des agriculteurs. Et ça passe par une ambition agricole et régionale forte. Voilà, je m'arrête là. Merci. J'ai entendu des petits pips pendant votre présentation, donc je pense qu'il y a eu quelques questions. Oui. Alors, pas encore éligible alors au bon carbone du plan de relance. Oui, alors effectivement, il y a eu un appel à projet de l'ADEME dans le cadre du plan de relance qui a été ouvert très rapidement en début d'année, qui proposait de financer le travail du conseiller qui va réaliser les diagnostics carbone dans les fermes, sachant que c'est 4 à 5 jours de conseils par ferme pour réaliser du diagnostic carbone initial, final, accompagnement sur la durée du projet. Alors, c'est ciblé spécifiquement les nouveaux installés. On a, nous, côté Carbon Sync, participé à la diffusion de l'information. On sait qu'il y a un certain nombre d'organisations agricoles régionales, dont la Chambre régionale, qui ont répondu à cet appel à projet pour faire financer le travail de leurs conseillers. Donc on va profiter de cette occasion pour retourner vers ces organisations et leur demander sur les 100 fermes Carbon Sync, donc 10 par département, ça peut aller très vite, combien d'agriculteurs seraient-ils prêts à accompagner dans leur réseau pour participer à nos travaux. Quels enseignements diffusables oralement sur les premières observations sur les 10 fermes? Ouais, alors malheureusement, les résultats, on les a, mais on ne peut pas les partager. Donc, c'est frustrant. C'est frustrant. Ouais, donc c'est hyper frustrant. Après, ce qu'on pouvait dire de la lecture qu'on a faite des études un peu plus nationales sur ces sujets-là, et puis de ce qui a déjà été un peu produit en région, une ferme de grande culture, c'est vraiment à la louche, et la manie avec beaucoup de prudence ces chiffres, mais c'est 3 tonnes de CO2 par hectare. Ça, c'est son bilan actuel, et par an. Donc ça, c'est ce qu'elle émet en gaz à effet de serre. Et ce qu'elle pourrait économiser, gagner en s'engageant dans un plan bas carbone. Alors ça va beaucoup dépendre de l'historique des pratiques, des nouvelles pratiques mises en place, du contexte pédoclimatique, du stock initial de carbone dans le sol. Donc voilà, il y a pas mal de paramètres et les résultats seront très différents d'une ferme à l'autre. Mais à la louche, si on arrive à gagner sur une ferme 1 tonne de CO2 par hectare et par an, sur un projet de 5 ans, donc fois 120 hectares, hein, la taille moyenne d'une ferme de grande culture en Grand Est, ça sera déjà pas mal. Donc ça sera un peu comme en élevage, sans doute pas un revenu révolutionnaire, mais ça sera un complément de revenu utile. Voilà. Oui, Étienne, juste. Non, je suppose que le principal levier, il est sur la fertilisation minérale.
tout comme en élevage, on peut dire voilà, le principal levier, il est sur l'alimentation, voilà, sur les achats d'alimentation. Et voilà, plus on est dans une logique d'autonomie, et voilà, et plus le système est équilibré. Donc je suppose qu'en grande culture, voilà, c'est le poids énorme de la fertilisation minérale qui doit peser. On pourrait d'ailleurs faire le lien avec le travail engagé avec Partage. Maëva, je vois Maëva qui sourit, qui n'en pense pas moins. Oui, bon, on a déjà échangé avec Étienne. C'est vrai que de toute façon, nous, chez les agriculteurs Partage, c'est un levier, je pense, pour valoriser les bonnes pratiques. Donc, à voir s'il y a des agriculteurs de partage qui peuvent aussi rentrer dans la dynamique carbone fink. Je pense que ça serait super intéressant. Ouais. Bah, il serait même ô combien intéressant de voir si des agriculteurs, un très moteur sur ces questions d'autonomie en fertilisation azotée minérale, peuvent justement atteindre des niveaux de performance plus élevés que les autres. Bon, après, il ne faut pas négliger non plus la question du stockage de carbone dans les sols. Alors, c'est certes des dynamiques hyper longues, mais si tout se passe bien, un agriculteur devrait pouvoir valoriser aussi une action de maintien d'un stock déjà élevé. Donc, même ceux qui ont déjà beaucoup de carbone dans les sols ne seront pas forcément lésés dans l'opération, puisque l'action de maintien d'un stock élevé pourrait aussi permettre de générer des crédits carbone. Donc, ça tombe bien, il y a des agriculteurs en ACS dans Partage. Alors. Et dernière question, ne peut-on rémunérer que ceux qui améliorent leur bilan carbone? Oui, alors alors toutes les organisations agricoles, hein, voilà, quelle que soit leur origine, cherchent à ne pas pénaliser les bons élèves, donc à savoir les agriculteurs qui sont déjà bons. L'objectif, c'est de leur permettre aussi d'obtenir un petit bout de rémunération carbone. Mais effectivement, la logique quand même initiale du label bas carbone, c'est d'encourager la mise en place de pratiques nouvelles, considérant que les agriculteurs qui ont déjà fait des efforts, ils ont, ce qui est un peu dommage peut-être, mais pas forcément besoin, si on doit cibler des financements sur certaines fermes, voilà, de financements nouveaux. Donc, il y a cette fameuse question de l'additionnalité. Bref, c'est un petit peu technique, mais donc sur la question du stockage de carbone, on a bon espoir de valoriser des bonnes pratiques en place. Sur la question de la fertilisation, les agriculteurs, voilà, qui seraient déjà très autonomes en matière d'engrais minéral azoté, par exemple, c'est pas sûr qu'ils puissent voilà, générer beaucoup de crédits carbone. Et puis juste, moi, j'avais une dernière question aussi, voilà, que je me pose à moi-même ou à tout le monde. J'entends tout le monde voilà, parler de difficultés compte tenu du contexte à tenir les délais. Alors, on a le droit administrativement à une rallonge de 6 mois, je crois. Mais peut-être qu'il serait intéressant, alors nous, on va se livrer à l'exercice, mais de se poser collectivement la question alors, qu'est-ce qu'on ferait avec 6 mois de plus? Et peut-être même qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 1 an de plus? Et si, voilà, si on pouvait pousser la période du PUI au-delà des 6 mois un peu réglementaires, si ça peut intéresser d'autres porteurs de projets, il y a peut-être une réflexion à avoir collectivement sur ce sujet. Oui, alors malheureusement, on ne pourra pas aller au-delà des 6 mois, même si effectivement, ça reste assez peu pour certains projets, effectivement. Voilà, après, le PUI sera maintenu hein, sur la prochaine programmation, donc il y aura d'autres projets à monter. Voilà, après, pour revenir aux 6 mois, la date butoir du 30 mars ne bougera pas. Voilà, je préférais le préciser Et maintenant. c'est imposé par quoi, du coup? C'est par l'appel à candidature qui avait été rédigé et on ne peut pas le modifier. Ok. Et puis les cofinancements européens, il me semble. C'est des chances FEADER. Oui, oui, tout à fait, oui. C'est bien ça, oui. Ok. Après, ça peut avoir ses avantages aussi, hein, d'être un peu sous pression en matière de délai. Merci beaucoup pour tous ces échanges. On va passer à la dernière présentation. Donc, je crois que Hubert Loy nous a rejoint. Oui, Donc, bonjour bienvenue. à tous. Bonjour à tous. Je vais faire le partage d'écran pour vous. Alors, comme vous n'aviez pas pu le faire en les 2 slides, j'en ai
j'en ai 15. Et si vous pouvez vous concentrer principalement sur le rappel de la problématique, oui, tout à fait. les activités, les livrables et le calendrier. Voilà. Oui, absolument, d'autant que je l'ai réduit entre-temps à 7 ou 8 slides, mais on pourra passer assez rapidement sur un certain nombre d'entre elles. Le diaporama qui va vous être présenté, c'est celui qu'on a présenté lors du dernier copil du projet. Donc, il n'est pas forcément... il est à jour, mais il y a un certain nombre d'informations qui vous intéressent moins. Donc, d'emblée, vous pouvez déjà peut-être passer sur cette première diapo. Simplement pour vous rappeler donc l'objectif du projet qu'on a intitulé Future Forest, c'est de tester l'installation et la gestion par la suite de 10 nouvelles essences forestières, donc dans différents contextes forestiers du Grand Est, et notamment dans l'objectif de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier face à la problématique du changement climatique. Donc quand je dis pas de mettre tous ses œufs dans le même panier, ça veut dire à la fois tester des nouvelles essences, ça c'est l'objectif de Future Forest, mais aussi vérifier et regarder comment on peut faire en sorte, par l'intermédiaire de la gestion et de la sélection, améliorer la situation d'essences existantes, notamment en faisant en sorte qu'elles puissent mieux résister au changement climatique, par exemple en adaptant la sylviculture qu'on y applique, et puis également par rapport au mélange d'essences qu'on peut envisager dans les essences existantes déjà. Donc il y a un certain nombre de pistes qui sont envisagées pour adapter la forêt, mais celle qui consiste à tester de nouvelles essences est une piste importante, puisque ça fait partie des possibilités pour faire évoluer les forêts. Donc le projet comporte 8 étapes sur les 2 années de déroulement du projet. Donc la toute première étape, ça consiste à sélectionner ou à rechercher 75 sites d'implantation. Donc 75 sites qui sont censés couvrir les principales sylvo-écorégions du Grand Est, donc les principales régions naturelles forestières, on va dire, de la région Grand Est. Donc vous les avez ici en ligne, on en a sélectionné 8, l'Ardenne primaire, l'Argonne, donc qui couvre une partie ouest aussi de la région Grand Est, la Champagne humide, qui est un croissant qui va en gros de l'Aube jusqu'aux Ardennes en passant par la Haute-Marne, la base du Piémont vosgien, le massif vosgien central également, la plaine d'Alsace, et puis les importantes plaines argileuses qu'on trouve au centre de la Lorraine, et les plateaux calcaires qu'on trouve également en Lorraine, mais aussi sur la Champagne-Ardenne. Donc l'idée, c'était, le projet, il associe donc l'ONF en tant que pilote, il associe les communes forestières, le Centre national de la propriété forestière, donc qui représente la forêt privée, et puis la Société royale forestière de Belgique, qui est donc intéressée un peu et qui travaille sur les mêmes problématiques que nous par rapport au test de nouvelles essences. Pardon. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir répartir ces 75 îlots dans les 3 grands types de propriétés que sont les forêts domaniales, les forêts communales et les forêts privées. Et on a également la chance d'avoir une forêt d'école, la forêt de l'école AgroParisTech à Nancy, qui dispose d'un massif forestier, qui ont accepté de voir installer un site sur leur forêt. Donc je ne sais pas quel autre diapo vous avez gardé, Clémentine, si vous pouvez juste passer à la suivante, c'est peut-être la carte. Oui. Ouais, c'est ça. Donc là, ici, on a une carte qui présente la répartition des 75 îlots telle qu'elle est envisagée, donc qui montre que, grosso modo, on couvre la plupart des régions forestières, en tout cas celles qui nous intéressaient. Sur la diapo suivante, voilà, vous avez la liste des essences qu'on a sélectionnées pour être installées dans les différents sites de chacune des régions forestières. Donc on a 5 résineux qui sont cités en tout début de tableau. Là, le sapin de Cilicie, qui est une espèce de sapin méditerranéen que l'on trouve en Cilicie, donc en Turquie. Le calocèdre, qui lui est une espèce américaine, avec le séquoia également, et le cyprès de l'Arizona, et puis le pin de Macédoine, qui est plutôt un pin des Balkans.
Et puis 5 espèces feuillues. Au départ, on envisageait de tester le frêne de Mandchourie, mais dont on ne disposera pas des graines en suffisance, donc on l'a remplacé par le noisetier de Byzance, le liquide ambar, le chêne zéen, qui est un chêne qu'on trouve plutôt sur l'arc méditerranéen, mais côté continent africain, le chêne de Hongrie et le chêne pubescent, qui lui aussi est un chêne de l'arc méditerranéen, mais qui existe déjà en France, sur la côte, et qui existe également dans le Grand Est. Il est réparti de manière assez parcimonieuse dans quelques forêts exposées plutôt sur des versants sud, mais il est déjà présent sur certaines forêts du Grand Est. Donc ces différentes essences sont réparties dans les différents sites que vous présentez tout à l'heure. Et puis, donc ça c'était la première étape. Cette étape est terminée depuis quasiment 1 an maintenant, avec quand même quelques variations parfois, parce qu'il y a des propriétaires qui ont pu se désengager dans certains cas, mais on a à chaque fois trouvé un plan B pour remplacer les défections au cas où. Donc la seconde étape, c'était la description des essences retenues, donc ça je vous passe les détails, sachant que j'ai oublié de vous dire quand même que la caractéristique des essences qu'on a sélectionnées pour le projet, donc déjà la sélection s'est faite sur la base d'éléments qui avaient été déjà, d'éléments bibliographiques et d'éléments de recherche qui avaient été mis à disposition par l'INRA notamment, et l'objectif c'est de trouver des essences, des perles rares si on peut dire, qui sont à la fois capables de résister à la sécheresse, qui sont capables de résister à la chaleur, mais également au froid, puisqu'en Grand Est, on a quand même encore des périodes de froid intenses, qui sont capables de produire du bois d'œuvre, et puis qui ne sont pas invasives et qui ne présentent pas de risque pour les milieux forestiers que l'on connaît. L'étape 3, ça consistait à mettre les plants en production et à les planter. Donc pour une première campagne qui vient de se terminer, une première campagne de plantation 2020-2021. Sur la diapo suivante, vous voyez ce qu'on a pu réaliser déjà. On a planté 18 sites, on a installé 18 sites répartis sur 4 essences, on va dire. Et puis, il nous en reste encore une petite soixantaine, sachant que quelqu'un évoquait précédemment le fait de pouvoir obtenir une rallonge de 6 mois. Nous, on est tout à fait motivés pour obtenir cette rallonge de 6 mois parce que ça nous permettra d'avoir une campagne de plantation supplémentaire. Les plantations en forêt se réalisant en gros entre le mois de novembre et le mois de mars de l'année suivante. Donc ça nous permettra d'avoir une campagne supplémentaire. Au lieu d'avoir 2 campagnes de plantation, on en aura 3. Et il nous reste quand même 57 sites à installer, ce qui est pas rien. Sur la diapo suivante, j'évoque un peu les freins rencontrés pour la mise en œuvre de cette étape 3. Alors, les essences forestières, la plupart des essences forestières, on va dire, autochtones, on trouve leurs graines dans ce qu'on appelle des peuplements classés. Donc c'est une sélection de peuplements qui est réalisée pour pouvoir et qui ont vocation à être des porte-graines. Il existe parfois pour certaines essences, mais c'est plus rare, des vergers à graines. Mais par contre, pour les essences nouvelles qui font partie de ce projet-là, qui sont toutes des essences qui ne sont pas indigènes, il n'y a pas de peuplement classé, il n'y a pas de verger à graines, et donc il faut se débrouiller pour trouver les graines à l'étranger, auprès de différents réseaux dont on dispose. Et non seulement la récolte a été aléatoire, parce qu'en fonction de la météo rencontrée dans les pays qui trouvent ces essences, où on trouve ces essences, la fructification a lieu ou pas, et en plus il faut trouver un réseau pour acheminer ces graines, s'approvisionner, nouer des contacts. Donc ça a retardé largement l'approvisionnement de certaines graines. La production pépinière est également soumise à des aléas, c'est quelque chose qui est très 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 dépendant du climat, et donc du coup les aléas climatiques de l'année 2020 ont fait qu'on a rencontré un certain nombre de difficultés dans la production des graines. Et puis pour venir couronner le tout, la crise Covid a largement accentué les aléas. On a perdu certaines autres graines qui étaient en transit entre les États-Unis et l'Europe. Donc du coup ça a un petit peu bouleversé le projet, et le fait de pouvoir aller jusqu'à mars
mars 2023 nous convient vraiment très bien. Ça nous permet justement d'avancer plus dans la recherche de graines et la réalisation des plantations à venir. Donc ça, j'ai déjà évoqué, je rappelle juste simplement le protocole d'installation, qui est un protocole très simple, puisqu'on souhaite surtout tester la capacité des essences à s'acclimater. Donc c'est des chantiers, chaque site de plantation couvre une surface maximum de 2 hectares. On y installe 2000 plants par hectare, quelle que soit l'essence et quel que soit l'endroit. Et puis on réalise des travaux préparatoires pour que les plants puissent s'installer convenablement après chaque saison de plantation. Donc là, pour le moment, on n'a aucun recul. On a installé 18 îlots. On va commencer à faire le constat de la reprise de ces plants-là à partir du mois de juin, et puis à l'automne prochain pour vérifier comment se sont comportés ces plants. Mais là, bon, il y a toute une part d'inconnu, puisque ça va beaucoup dépendre aussi de l'année climatique qu'on va connaître en 2021. Donc on en est à ces étapes-là, première installation et puis mise en place des autres sites pardon, sur les 2 prochaines campagnes de plantation. Donc il y a un certain nombre d'autres étapes qui, elles, ne sont pas débutées, sauf l'étape 5, où on a déjà un peu travaillé à la structuration d'une base de données pour pouvoir suivre ensuite ces îlots sur la durée. Ce qu'il faut savoir, c'est que, vous vous en doutez, mais la durée de vie d'un peuplement forestier, c'est en moyenne une centaine d'années. Donc, ce qu'on fait maintenant va surtout être observé par nos successeurs. C'est-à-dire que les premières observations qui vont avoir lieu, c'est, comme je le disais, la reprise des plants, mais derrière, il y aura d'autres observations qui se feront à N plus 5, 10, 20, 30 et 40 et plus. Donc on espère que d'une part que ces peuplements vivront aussi longtemps que possible, mais qu'un suivi sera mis en place pour pouvoir vérifier la capacité d'installation de ces plans-là. Mais c'est donc un suivi de longue haleine qui va être mis en œuvre. Et donc les étapes 6 et 7 seront réalisées plutôt en toute fin de projet, pour notamment donner des recommandations à nos successeurs sur les choix d'itinéraires sylvicoles adaptés à ces peuplements, et puis bien sûr une étape sur le transfert de connaissances et de solutions. Le projet en tant que tel devrait nous permettre notamment de pouvoir transposer la méthode à d'autres sites à installer par la suite, puisque là, on a la capacité de couvrir 75 sites, mais l'ambition, c'est de le démultiplier avec d'autres essences à l'échelle du Grand Est pour pour avoir suffisamment de tests et suffisamment d'essences intéressantes qui pourront servir à nos successeurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que nos collègues dans les années qui viennent puissent reproduire la méthodologie qu'on a mise en œuvre au cours de ce projet-là. Mais ça, c'est une étape de synthèse qu'on fera en toute fin de projet. Et puis le dernier volet qui concernait la communication du projet, je ne sais pas si vous avez gardé la diapo, Clémentine. Il y avait voilà, c'est ça, ouais. Sur une partie communication. En fait, c'est un élément qu'on n'avait pas forcément pris en compte lorsqu'on a déposé notre candidature. En tout cas, on avait écrit peu de choses sur ce volet-là, et on a été très vite rattrapé par l'actualité, puisque la situation des forêts du Grand Est depuis 2 ans alarme un certain nombre de personnes, qui soient à la fois chez nous et chez les gestionnaires forestiers, mais également chez les propriétaires, chez le grand public. Enfin, il y a tout un tas de questions qui se sont posées, et on a été très, très, très sollicité pour répondre à des questions autour du projet, sur le choix des essences qu'on avait proposées, sur le fait de pourquoi tester de nouvelles essences alors qu'on dispose déjà d'un panel de 20 ou 25 essences forestières dans le Grand Est. Donc on a eu un certain nombre de sollicitations qui nous ont amenés à répondre et à préparer un dossier de presse un petit peu précis auprès dont nos collaborateurs disposent, pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations de la presse, à la fois régionale, nationale, voire même étrangère, puisqu'on a eu pas mal de contacts avec des forestiers belges, allemands et puis espagnols, je crois. Et on en a profité pour réaliser un court film de quelques minutes pour présenter aussi l'intérêt du projet et le vulgariser au mieux.
Voilà, dans les grandes lignes, donc les étapes de lancement, bon, ça, vous pouvez passer. Donc là, c'était pour illustrer quelques installations de plants forestiers. À droite, vous avez des calocèdres, donc, que je citais tout à l'heure. Là, donc, c'est une espèce résineuse en provenance des États-Unis, dont le premier îlot a été installé, voilà, c'est ça, a été installé dans le nord de la Haute-Marne. Et puis à gauche, vous avez quelque chose d'un peu plus courant, qui est du chêne pubescent, donc qui ressemble quand même assez étrangement au chêne qu'on trouve déjà en forêt actuellement, et dont un îlot a été installé en forêt, dans une forêt privée en Meurthe-et-Moselle. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelques questions? Alors oui, Alors, quel je est le vois coût que- d'implantation d'un site? Alors, le coût d'implantation d'un site, donc un site en moyenne fait 2 hectares, hein. Donc il est à chaque fois clôturé, hein, comme je vous le disais, on prépare le sol, on débarrasse aussi le sol de tous les rémanents, c'est-à-dire de toutes les branches, de tous les restes de bois qui peuvent s'y trouver. Alors je vous dis ça parce qu'en fait, c'est des sites qui sont installés la plupart du temps derrière des peuplements d'épicéas communs qui ont été détruits par le scolite. Et donc pour lesquels on trouve beaucoup de branches encore, beaucoup de petits bois qui ne sont pas exploités. Donc on enlève cet amas de bois, en tout cas en le broyant préalablement à la plantation. Donc tous ces travaux mis bout à bout, le coût des travaux est de l'ordre de 12 000 € de l'hectare, hein, clôture comprise. Donc ça vous fait des sites à entre 22 et 25 000 € selon les cas par site, hors taxe, hein. Donc ce qui représente quand même des sommes assez importantes. Il faut savoir que quasiment la moitié du coût, hein, vous avez en gros, je vous annonçais 11 000 ou 12 000 € de l'hectare, la moitié du coût est consacrée à l'installation d'une clôture qui est absolument indispensable, parce que si on clôt pas ces projets-là, ben, le gibier va s'occuper de ces plantations-là, et en général, elles passeront pas la saison de végétation, hein. Donc on est obligé, on est contraint partout de clôturer pour être certain que nos arbres vont pousser dans de bonnes conditions. Alors c'est pas propre, c'est pas propre au projet, hein. C'est malheureusement valable pour la plupart des plantations qu'on réalise actuellement, tellement la densité du gibier est forte et tellement ça nous pose des problèmes de renouvellement des forêts. Donc le projet Future Forest n'y échappe pas malheureusement, ce qui surenchérit évidemment le coût de la plantation. Une question de Jean-François qui était au téléphone. Donc, le projet concerne-t-il également la plantation linéaire et parcours? Ah non, pas du tout. Non, il concerne vraiment exclusivement des plantations forestières, on va dire en gros carré, hein, pour faire simple, mais la plantation forestière classique telle qu'on peut la rencontrer, dans des différentes forêts. Alors il y a une question qui nous est souvent posée, que je devance peut-être, même si elle n'est pas posée là, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas, par exemple, choisi de mélanger les essences? Dans le projet en tant que tel, on a décidé, par souci de simplification, que pour le même site, on n'installerait qu'une seule essence, et on compare les sites entre eux au sein d'une même essence. C'est-à-dire que l'idée, c'est de comparer un site de chêne pubescent en Haute-Marne avec un site de chêne pubescent en Meurthe-et-Moselle sur des stations qui peuvent être sensiblement différentes pour en tirer des enseignements. Le fait d'injecter, si on peut dire, de la diversité dans le peuplement, ce qui serait sans doute très intéressant et ce qui est très intéressant pour la survie de la forêt en général, hein. On prône de notre côté le mélange des essences. Ça introduirait là pour ce suivi-là un biais supplémentaire et qui serait sans doute difficile à décrypter en matière de suivi. Mais je pense que les prochains îlots qui seront installés, alors pas dans le cadre de Future Forest, mais peut-être dans d'autres projets, pourront tester le mélange d'essences à raison peut-être de 2 ou 3 essences par îlot pour vérifier le comportement aussi au sein d'un même îlot des essences entre elles. Ça peut être très intéressant. Ça, c'est un choix qu'on a fait délibérément dans le cadre du projet de partir plutôt sur du mono-essence. Ce qui est contraire aux préconisations de gestion forestière actuelle, effectivement. Donc une question, mais qui peut être vue plutôt comme une remarque d'Étienne. Donc demain, enfin après-demain, dans quelques années, les essences de nos forêts du Grand Est pourraient donc beaucoup changer. Oui. Oui et non. Pensons. C'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure.
je vous disais qu'on teste des essences pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Mais parmi les orientations qu'on souhaite prendre, on souhaite avant tout miser sur la régénération naturelle des forêts, et de façon à vérifier non, c'est pas de façon, c'est parce qu'on est persuadé qu'au sein des essences forestières et de chacun des individus présents dans ces essences, il y a des individus qui sont capables de s'adapter au changement climatique. Je prends l'exemple du chêne Cécile, qui est une essence quand même très très répandue sur l'ensemble du Grand Est. Le chêne Cécile a une telle variabilité génétique qu'on constate que certains individus ont des capacités à résister à la sécheresse, à résister aux aléas climatiques qu'on connaît actuellement. Donc on peut supposer et on peut espérer que un certain nombre de nos essences sont en capacité de s'adapter. Alors évidemment, il y en a un certain, le chêne est sans doute celui qui est le plus plastique. Le hêtre, on voit bien qu'il le sera probablement beaucoup moins parce que la sécheresse, c'est quand même pas trop son truc. Donc on sent, enfin les projections qui sont faites, c'est avec l'évolution du climat, c'est de dire le hêtre va sans doute régresser et se cantonner sans doute au massif montagneux. Donc le hêtre, oui, probablement sera moins important. Le sapin pectiné peut-être également, puisqu'on le rencontre en montagne, mais on le rencontre aussi sur les collines périvogènes, et là je pense qu'il sera en difficulté. Donc on peut quand même effectivement, pour répondre plus précisément à votre question, que les forêts changeront vraisemblablement de visage, ça c'est certain. Par contre, dire de quelles essences elles seront composées, ça serait présomptueux de ma part, ça je ne suis pas capable de vous le dire. Je pense qu'on s'orientera aussi vers des peuplements beaucoup moins denses, des peuplements qui sont plus clairs, donc moins consommateurs en eau, et qui globalement favoriseront aussi le mélange à la fois des essences et des structures de peuplement. Donc oui, à échéance probablement de 80 ou 100 ans, les forêts vont sans doute changer, effectivement. Merci pour tous ces éléments de réponse. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter l'enregistrement puisqu'on va s'attaquer maintenant à... Hop, j'arrête.